Donc d'abord Jacques Perrin, Gros-Perrin, pardon. Oui, bah oui, je l'avais pas encore faite celle-là, donc voilà. Rapporteur qui va poser quelques questions et après, chers collègues. Merci, merci, cher président. Et comme le temps nous est contraint, j'essaierai d'être bref, court et précis. Merci pour votre exposé, Monsieur Boissino, mais vous avez été directeur général de l'enseignement. Bon, c'est ce qu'on appelait l'ancien DGESCO en tout cas, directeur de cabinet, recteur. Donc votre expérience de haut fonctionnaire à plus haut niveau nous permettra en tout cas d'éclairer cette commission d'enquête à différents titres. Je voudrais juste revenir sur la minute de silence qui existait quand même auparavant il y a quelques années, mais qui n'a jamais été constituée de cette manière. Donc ça traduit peut-être aussi un malaise au sein de l'école qu'on retrouve au sein de la société. Mais même si elle n'est pas adaptée, j'entends bien le fait d'avoir cette heure de discussion, d'échange qui peut être peut-être plus pédagogique et plus intéressant. Il n'empêche que c'est une manifestation verbale, gestuelle, qui peut-être revendique autre chose derrière tout cela. Moi, je voudrais vous poser plusieurs questions. La première, c'est est-ce que la transmission des valeurs républicaines bute au sein des établissements scolaires sur des difficultés identifiées? La deuxième, est-ce que vous avez parlé tout à l'heure du socle de connaissances et de compétences et la culture qui va être refondue? Est-ce que dans la pratique, ces valeurs républicaines vous paraissent-elles suffisamment inculquées à l'école? Troisième question, est-ce que la perte d'autorité des enseignants et le défaut de discipline peuvent-elles expliquer cette perte des repères républicains? Et enfin, sur la problématique des enseignants, mais surtout sur les personnels de vie scolaire et sur les chefs d'établissement, est-ce qu'ils sont assez préparés et formés pour répondre à ces interrogations, même dans ce qu'on appelait le cadre de la grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République? Et est-ce que aussi, c'est souvent une question qu'on pose, est-ce que pas l'orientation, mais la promotion des enseignants, des chefs d'établissement, n'est pas à un moment donné un caractère, n'a pas ou ne porte pas en elle-même un caractère restrictif de remonter des difficultés scolaires ou des difficultés qu'on rencontre au sein des établissements scolaires? Question, monsieur le rapporteur. Je vais essayer d'être précis et suffisamment concis là aussi par rapport à tout ça. Quelle difficulté principale par rapport à la transmission des valeurs républicaines? Deux choses de mon point de vue. Premier point sur lequel je ne reviens pas parce que j'ai essayé de l'évoquer, le flou dans la définition même de ces valeurs républicaines. Encore une fois, on ne peut pas faire comme si ces valeurs étaient si évidentes que ça, devaient l'être pour les enseignants et a fortiori pour les élèves, alors même que nous voyons dans le débat politique, dans les échanges entre adultes, etc., que nous ne mettons pas tous les mêmes choses derrière des termes comme laïcité, comme intégration, comme fraternité, etc. Donc on ne peut pas faire l'économie de ce débat-là, sauf effectivement à mettre les enseignants en difficulté. Deuxième remarque, je crois que dans la période actuelle, l'une des grandes difficultés des enseignants, et c'est pour ça que je dis qu'il faut travailler à leur donner une réassurance, c'est que n'étant plus sûrs de ce qu'ils doivent transmettre et porter comme message, ils ont la tentation, comme l'ont les jeunes, de s'appuyer sur une conception, à mon avis, un peu erronée de la tolérance. Quand on est dans un grand flou sur les valeurs, on a la tentation de dire, eh bien, après tout, il reste une valeur consensuelle, c'est d'accepter que chacun pense ce qu'il a envie de penser dans son coin. Et donc, il y a une espèce de conception molle de la tolérance qui se met en place, qui est dangereuse, parce qu'elle ne permet pas, de mon point de vue, de discriminer entre la tolérance souhaitable, qui est l'acceptabilité d'un certain type de différence au sein d'une société, et ça c'est inévitable, et une conception que je qualifierais de dévoyée de la tolérance, qui fait des concessions excessives par rapport à un certain nombre d'idées qui sont simplement des idées fausses. Il est clair qu'entre, si on est dans un cours de biologie, entre le darwinisme et la théorie du dessin intelligent, les deux théories ne se valent pas d'un point de vue scientifique, même si on peut en débattre, en discuter, mais les deux théories ne se valent pas. Et dire qu'au nom de la tolérance, on va accepter l'une comme on accepterait l'autre, alors là, c'est de la tolérance dévoyée. Et donc, vous savez que les jeunes sont très tentés par cette conception de la tolérance, parce qu'elle paraît sympathique.
de tout admettre. Je crois qu'il y a là une vraie difficulté pour les enseignants. Mais la solution à ça, elle passe par une clarification au sein de la société elle-même, dans le débat philosophique, dans le débat politique, sur ces sujets. Alors, les valeurs républicaines sont-elles assez définies et le rôle de l'école par rapport à elles est-il suffisamment précis? Non, d'autant que l'école ne peut peut-être pas porter à elle-même toutes les valeurs républicaines, mais il y a au moins 2 terrains sur lesquels l'école, à mon avis, devrait être particulièrement claire, parce qu'on est là au cœur de sa définition propre. La première valeur, c'est le principe selon lequel ce qui prévaut dans la société républicaine, c'est le débat rationnel tendu vers la recherche d'une vérité utile au bien public. Et ça n'est pas la croyance à une vérité révélée, ça n'est pas, disent les philosophes, le théologico-politique. Bon. Et ça, cette valeur, elle est absolument fondamentale. Et donc, elle suppose qu'on aide les enseignants à être au clair sur les mécanismes de la rationalité, sur les mécanismes de l'argumentation et de la démonstration dans le domaine scientifique, mais aussi sur le terrain des sciences humaines, où on a trop déserté, à mon avis, là, le débat sur les mécanismes qu'autrefois étudiait la rhétorique et qui permettent de définir des procédures d'argumentation aussi satisfaisantes que possible pour tendre vers une vérité. Donc ça, cette croyance en la rationalité, c'est un enjeu, à mon avis, fondamental pour nos sociétés qui sont tentées en ce domaine par une espèce de relâchement des exigences intellectuelles. Puis la deuxième valeur, mais elle est liée, parce qu'au fond, ce que nous appelons la valeur républicaine, ça n'est rien d'autre que les valeurs que les Grecs avaient théorisées déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ, autour de la rhétorique précisément. Cette deuxième valeur, c'est l'idée que l'échange argumentatif, le dialogue argumenté, est une meilleure façon de régler les différends entre les hommes que la violence ou les preuves de force. Bon, et ça, c'est aussi au cœur de la rhétorique antique, et c'est au cœur des missions de l'école. Mais il ne suffit pas de le dire, il faut le mettre en œuvre, il faut le mettre en pratique. Ça veut dire, par exemple, qu'il faut faire une part plus importante qu'on ne le fait actuellement dans l'enseignement du français, à l'entraînement à l'échange oral, à l'entraînement au débat, à tous ces exercices qui ne sont plus pratiqués ou qui n'étaient plus pratiqués dans nos écoles ces dernières années. La perte d'autorité des enseignants, alors, elle est effectivement liée à tout cela. Qu'est-ce qui fait l'autorité au bon sens du terme, c'est-à-dire non pas l'autoritarisme, mais le prestige, la légitimité? Bon, c'est le fait de pouvoir s'adosser à une mission clairement définie et être porteur, au nom de la société, de cette mission. Et donc, je crois qu'en effet, il faut que la société aide les enseignants à être plus sûrs de ce qu'ils ont à faire. Il faut qu'ils puissent non pas avoir le sentiment d'un flou quant aux attentes qu'on a à leur égard, mais le sentiment qu'ils sont adossés à une légitimité que leur confère leur formation, leur mission, leur société. Et ça veut dire travailler, c'est un chantier en cours, sur la formation des enseignants, travailler sur la définition de leur mission. On n'a probablement pas suffisamment, l'institution n'a pas suffisamment dit ces choses-là depuis un certain nombre d'années. Et puis, encore une fois, être au clair nous-mêmes sur ce que nous voulons leur demander de faire. Et ça passe aussi, évidemment, par le soutien constant que doivent leur apporter les différents responsables du système éducatif. Vous avez évoqué le problème des chefs d'établissement, que je crois tout à fait essentiel, la formation des cadres du système éducatif, la formation des chefs d'établissement, c'est un enjeu absolument majeur. Il faut qu'on sorte de l'idée trop répandue en France que l'enseignement se joue dans le tête-à-tête solitaire de l'enseignant face à sa classe. Ça n'est pas vrai. Les enseignants ont besoin d'être adossés à une collectivité, à une communauté éducative, comme disent les textes, d'avoir le soutien d'un chef d'établissement. Il ne faut pas les laisser seuls face à tous ces enjeux. Et donc, il y a là, en effet, des enjeux essentiels. Merci beaucoup. J'ai Monsieur Legendre qui voulait poser une question et Madame Blandin. Oui, Madame la Présidente, je voudrais peut-être revenir un peu sur ce que M. Boissineau a dit à propos de la minute de silence. J'avoue que moi, j'ai été un peu perplexe quand on a demandé aux élèves, effectivement, d'observer une minute de silence, parce que je crois que la minute de silence, c'est une manifestation de solidarité à l'égard d'une douleur que l'on a partagée, que l'on a ressentie quand il vient de se produire un événement grave.
Là, nous avons des élèves à qui on demandait en quelque sorte une solidarité à l'égard de victimes, alors que peut-être, de par leur éducation ou de par leur non-maîtrise d'un certain nombre de valeurs dont nous parlons justement ici, ils ne se sentaient pas solidaires, voire même ils se sentaient agressés par les valeurs à propos desquelles on veut démontrer aujourd'hui, on veut déplorer la situation dans laquelle ils se trouvent. Bon, est-ce que ça ne veut pas, pour certains d'entre eux, dire qu'ils ne partageaient pas les valeurs à propos desquelles on voulait faire observer cette minute de silence parce qu'ils étaient en hostilité, d'une certaine manière, c'est pénible à dire, mais en hostilité à l'égard de la France. On identifie France et République, et valeurs républicaines. Mais on voit aussi que quand la France est confrontée, par exemple, dans un match avec un autre pays dont il se sentirait d'une manière imaginaire, mais quand même plus proche, eh bien, ils conspuent l'équipe de France et ils applaudissent l'autre équipe. Clairement, voyons ce qui s'est passé quand on avait des matchs entre la France et l'Algérie, par exemple, au Stade de France. Ça a pu nous choquer, ça a choqué un jour un président de la République qui est même parti à ce moment-là, mais ça relevait un petit peu de la même chose. Plus nous identifions la France à ses valeurs, alors que nous avons affaire à des élèves qui, en d'autres cas, manifestent une certaine hostilité à l'égard de la France, ils ont absolument un problème si on veut leur imposer cette manifestation de solidarité. Je m'interroge un petit peu là-dessus. Je me demande aussi si nous avons bien mesuré le fait que les valeurs, pour les comprendre et les partager, il faut bien en maîtriser le sens et donc la langue. Or, une partie de ces élèves ne maîtrisent pas la langue française, ont un vocabulaire, on le sait bien, qui est extrêmement limité, quelques centaines de mots. Alors comment va-t-on leur demander, si vous voulez, d'avoir intériorisé des valeurs dont ils ne comprennent pas la signification, et parfois aussi parce que, même s'ils sont nés en France et citoyens français, leur famille, leur tradition véhiculent encore des rapports et des antagonismes qui peuvent être nés à l'époque coloniale et qui ne sont pas tout à fait soldés 20, 30 ou 40 ans ou 50 ans après. Donc, est-ce que la meilleure façon de répondre à tout cela, c'est pas vraiment de vouloir catéchiser sur les valeurs de la République, mais les mettre en situation de succès dans l'enceinte de l'école pour que, ayant progressé, ayant réussi grâce à l'école, ils se sentent solidaires de quelque chose, l'école de la République, qui va leur permettre de connaître le succès et de s'intégrer à la société française. Je me demande si ce n'est pas une meilleure réponse que de vouloir à tout prix leur faire réciter le catéchisme républicain, même si personnellement j'y suis évidemment très attaché. Voilà, je lance ça dans le débat, c'est peut-être un peu un pavé, mais il me semble qu'il faut quand même que l'on se pose cette question. Alors, en préambule, je dirais que je n'ai pas une virgule à changer au pavé de Monsieur Legendre qui a présidé la commission de l'éducation, et c'est une réflexion qui éclaire nos débats. J'approuve, Monsieur Boissineau, vos appels à la formation initiale, au métier et aussi à la formation continue. Mais avant que nous ayons trouvé les moyens et les chemins de former toutes les nouvelles classes d'âge qui vont devenir enseignants et de remettre à niveau sur les sujets qui ont fait irruption les enseignants en poste, l'actualité risque de nous rattraper et les événements que nous étudions dans cette commission pourraient se reproduire, s'amplifier. Que penseriez-vous que nous fournissions aux enseignants, que l'État fournisse aux enseignants, sur des sujets sensibles, des guides de savoirs et arguments, pour m'être fortement engagée contre le créationnisme? Je peux vous dire que j'ai été assez désespérée des savoirs sur le terrain des pédagogues en matière de darwinisme, etc. Et c'est pas si facile que ça, parce qu'une théorie scientifique n'est juste que jusqu'au moment où on découvre quelque chose qui en fasse tomber un pan, mais cette brèche permet aux créationnistes de dire donc je suis la brèche en ce moment, etc. Or, il y a des vraies réponses
sur les savoirs avérés, tout ça, dont ne disposent pas les pédagogues. Donc sur un sujet comme ça, est-ce qu'on ne pourrait pas leur fournir des petites fiches, quoi, recto verso? Et je vais plus loin. Il est aujourd'hui préconisé, alors ça fait consensus apparemment, qu'on va enseigner plus fortement le fait religieux. C'est très bien, mais c'est de la dynamite. Parce que là, c'est vraiment, si les gens ne sont pas robustes en tant que pédagogues sur les sujets, ils vont ouvrir des zones de turbulence, de conflit, de contestation, etc. Ne faudrait-il pas aussi sur ce sujet, bien sûr on va faire des formations, mais avant qu'on ait formé tout le monde, les fleuves auront coulé. Donc des guides robustes, et comme le sujet est sensible, y compris chez les adultes, ne faudrait-il pas demander aux représentants des religions de se mettre d'accord sur une description des religions qui serait consensuelle entre eux? Vous pensez ça, vous pensez ça, vous pensez ça, tout le monde est d'accord, et c'est ça qu'on transmet à l'école laïque. Juste Madame Jourda, voilà, parce que comme après, voilà, je tiens le temps, je suis désolée. Monsieur l'inspecteur général, donc, vous avez brossé donc une situation avec laquelle j'ai apprécié totalement la manière dont vous avez mis en avant les difficultés que pouvaient rencontrer nos enseignants, et surtout j'ai apprécié donc la manière dont vous avez appréhendé donc la transmission des valeurs républicaines, parce qu'effectivement, lorsque c'est une question que j'avais d'ailleurs posée à d'autres intervenants avant vous, à savoir, pour que l'enseignant transmette, il faut quand même que le fond de la transmission soit quelque chose donc de partagé. Et les valeurs donc républicaines et la laïcité sont aussi des valeurs en mouvement qu'il faut savoir. Il faut en prendre donc la racine initiale, mais il faut savoir les faire évoluer aussi avec le temps et savoir les adapter. Mais la question que je vous poserai n'est pas celle-là. Je pense que dans le paysage que vous avez défini, on n'a pas parlé des parents et de l'intrusion des parents dans l'école, qui est un phénomène depuis ces dernières années qui a été endémique et galopant, parce que on a mis en situation donc l'enseignant devant l'élève avec ses difficultés de formation, de contenu, etc. Mais moi, ce me semble, pour pouvoir transmettre, que ce soit de l'éducation ou de l'instruction, monsieur l'inspecteur général, il faudrait peut-être que nos enseignants soient préservés. Peut-être aurait-il là une autre manière de pouvoir exercer sereinement une autorité. Parce que voir des enseignants de quelque degré que ce soit dans l'enseignement élémentaire, dans les collèges, dans les lycées, bon, je m'arrêterai là parce que dans l'enseignement supérieur, je ne pense pas pouvoir donner d'exemple, mais c'est quand même très difficile pour l'enseignant d'être remis en cause violemment par des parents qui font intrusion dans l'école, qui se mêlent des contenus des programmes et qui mettent donc en difficulté donc l'enseignement prodigué. Merci de vos réponses. Merci, Madame la Présidente. Sur les deux points évoqués par Madame Blandin, je suis tout à fait d'accord. Le premier point, il faut aider les enseignants. Ça fait partie de ce que j'appelais tout à l'heure la réassurance dont ils ont besoin. Et je crois qu'en effet, les outiller sur tous ces sujets-là, en leur donnant des éléments qui relèvent nécessairement d'une culture générale scientifique, philosophique, mais qui n'ont pas forcément dans leur formation initiale ou continue. Je crois que c'est un enjeu majeur. Lorsque j'étais auprès de Luc Ferry, et déjà ces questions-là se posaient au début des années 2000 de façon assez vive. Et encore une fois, je rappelle qu'au moment du 11 septembre 2001, on a vu exactement les mêmes difficultés dans l'ensemble des établissements scolaires, et un peu pour les mêmes raisons. À l'époque, le ministre avait souhaité qu'on publie, et ça avait été fait, un guide républicain, qui était un très bel ouvrage, je trouve, qui réunissait un certain nombre de textes, justement, pour les enseignants, leur permettant d'avoir des références, surtout les références littéraires, philosophiques, scientifiques, sur tous les sujets qui nous concernent aujourd'hui. Je crois que ce type de démarche est en effet à développer.
Sur l'enseignement du fait religieux, Madame la sénatrice, c'est une question essentielle et difficile. On croit trop souvent, me semble-t-il, avoir réglé le problème actuellement dans le débat contemporain quand on dit on va enseigner le fait religieux. Mais quand on dit on va enseigner le fait religieux, les enseignants entendent trop souvent par là, on va expliquer que, alors au début de notre ère, il y a eu un prophète en Judée qui disait ci, qui disait ça, ou bien 7 siècles après, il y a eu un autre prophète qui, entre la Mecque et Médine, a dit un certain nombre d'autres choses. Et puis qu'ensuite, on a construit des cathédrales. Mais faire ce genre de choses, qui peut être utile, intéressant et important d'un point de vue historique, ça ne dit rien, non pas des religions, mais de la religiosité. Or, le problème que rencontrent les enseignants, c'est quelle relation entre la rationalité au sens des Lumières, qui est à l'origine de notre école et que nous revendiquons, dans la laïcité, dans nos enseignements, etc., et les croyances religieuses. Et ça, c'est un terrain extrêmement difficile. Alors, on ne va évidemment pas demander aux enseignants d'entrer sur le terrain d'un débat avec les élèves sur les croyances religieuses. En revanche, il faut qu'eux-mêmes soient suffisamment informés de ce que ça signifie et des éléments du dialogue. Permettez-moi de citer encore mon ami Luc Ferry. Il y a un petit livre qu'il a publié il y a 2 ans, je crois, d'entretien avec le cardinal Ravasi sur justement ces problèmes de dialogue. Le livre s'appelle Le philosophe et le cardinal. C'est ce dialogue entre la pensée philosophique et la pensée religieuse. Eh bien, tout enseignant devrait, à mon avis, être au fait de ce type de problématique qui est relativement clarifié avec l'Église catholique, qui l'est moins avec l'islam, donc c'est un vrai sujet de débat, même si un certain nombre de philosophes, comme Abdenour Bidar, que j'évoquais tout à l'heure, par exemple, y contribuent. Et sur les parents, vous avez évidemment raison, Madame la sénatrice, ça fait partie également, à mon avis, du débat, c'est-à-dire, si les enseignants sont mieux outillés, si on les a aidés à être plus sûrs d'eux-mêmes sur ces sujets, si on les a aidés à affronter ces sujets, non pas individuellement, mais au sein d'une communauté éducative, appuyée par un chef d'établissement, appuyée par des inspecteurs, etc., ils seront plus à l'aise pour échanger avec les parents, pour expliquer ce qu'ils font et pour traiter éventuellement les difficultés qui peuvent apparaître ici ou là, bien sûr. Pardon ? Oui, j'ai vu, Monsieur Longuet, oui. Oui, merci Madame la Présidente de me donner la parole et je présente mes excuses à l'intervenant parce que j'ai été appelé à l'extérieur. Nous avons une expérience sur l'enseignement religieux et ce n'est pas mon collègue qui le démentira, 3 départements concordataires, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle. L'enseignement religieux y est théoriquement obligatoire, en libre choix, et à l'extérieur de l'école. Je trouve que c'est une assez bonne formule et je suis assez hostile à un enseignement sur les religions parce que ce serait une source de conflit permanent. En revanche, et je voudrais revenir sur les valeurs de la République, j'ai présidé un parti républicain, je me sens profondément républicain, mais la France n'existe pas depuis 1789. C'est une longue construction avec un héritage complexe, celte, romain, judéo-chrétien, selon la formule, avec l'héritage d'une dimension au-delà de nos frontières, auxquelles nous sommes associés, on l'a vécu, et c'est cette complexité française et cette richesse française qui devrait permettre à des jeunes de comprendre quelle est notre attitude et quelle est notre réaction à l'égard des intégrismes, des excès, du refus de la science, que Mme Blondin dénonce avec raison. Et c'est toute l'histoire de la France est une très belle façon de se familiariser avec le protestantisme, avec le catholicisme, avec la laïcité, moins avec l'islam, je le reconnais, encore qu'avec Napoléon III, vous pouvez dire beaucoup de choses sur le royaume arabe. Et il y a aussi, comment peut-on être persan ? Enfin, je veux dire, on a la matière sans faire une étude des religions qui serait en effet une provocation permanente pour ceux qui y croient et inutile pour ceux qui n'y croient, enfin, et superficielle pour ceux qui n'y croient pas. C'est ma conviction. Je voulais vous poser une question précise sur l'autorité. J'ai présidé une administration qui a de tradition le sens de l'autorité, c'est l'administration militaire. Pour cela, il y a évidemment une simplicité, c'est la discipline fondée sur la sanction. Il y a une sanction formelle, dans le cas de l'armée,
Mais cette sanction formelle n'aurait été d'importance que parce qu'il y a une sanction réelle, le combat. J'ai vécu exactement la même chose dans les mines de charbon. Il y a une discipline extrêmement forte, discipline formelle, parce qu'il y a une sanction réelle qui est le danger partagé et en commun. La difficulté et je partage totalement votre avis sur l'intrusion des parents. La difficulté des enseignants, c'est qu'on leur demande d'exercer une autorité sans qu'il y ait de sanctions. Or, c'est justement sur les invalides, vous pouvez voir sur les canons de bronze, l'ultime raison des rois, il y a un moment où il faut pouvoir prendre un élève et avec certitude le sortir de la classe et le sortir de l'établissement. Alors, j'ai l'impression que c'est à peu près impossible. Alors moi, je défie quiconque d'exercer une autorité s'il n'a pas, un moment ou un autre, la possibilité de sanctionner celui qui se dérobe systématiquement à cette autorité. Et le résultat, d'ailleurs, on a évoqué tout à l'heure des comportements de séduction, des comportements de copinage, de familiarité. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre issue que de se réconcilier avec l'élève, car on sait très bien que... Enfin, on sait très bien, j'exagère peut-être, je ne suis pas très compétent. On craint que le recours hiérarchique fasse l'objet d'un désaveu. Pardonnez-moi encore de citer, dans un passé très très lointain, au siècle précédent, j'ai présidé une grande administration avec 300 000 fonctionnaires de la Poste. C'est très simple, à partir du moment où vous respectez une filière hiérarchique, ça marche. Et si vous court-circuitez la filière hiérarchique, ça ne marche pas. Et quelle est votre idée sur ce sujet de l'autorité à l'école face à l'élève, de l'adulte? Là aussi, très, très brièvement, Monsieur le Ministre, sur votre premier point, c'est-à-dire sur la construction de l'identité française, je suis absolument en accord avec votre approche et je crois qu'il est en effet très important de montrer que l'identité française, c'est quelque chose qui ne se limite pas, qui ne débute pas en 89 et qu'en effet, c'est la résultante d'une histoire très, très longue. J'ajouterais simplement qu'il y a derrière nous une histoire très longue et il y a devant nous un avenir, j'espère aussi long, et qui modifiera aussi l'identité française par l'apport peut-être de nouveaux mouvements sociaux, de nouvelles croyances religieuses, d'un contexte international différent, etc. Nous sommes dans un processus long de construction et un processus évolutif, historique. Il y a un très beau texte là-dessus, c'est celui que Mona Ozouf a prononcé dans une conférence à Berlin en 2010 sur l'identité française, à un moment où il y avait un débat dans le monde politique français sur le sujet, et ça vient d'être publié dans un livre de la Révolution de la République qu'elle vient là de publier, et je trouve que tout est dit sur cette idée d'une identité française qui est en effet à la fois une valeur importante et en même temps un processus, et non pas une naissance figée une fois pour toutes. Elle résulte d'un long passé et elle doit s'apprécier par rapport à un projet d'avenir. Sur l'autorité, sur la sanction, bon, je n'ai pas de pudibonderie particulière sur l'idée qu'il faille, dans certains cas, des mécanismes de sanction. Je crois simplement qu'il ne faut pas oublier que la véritable autorité, ça n'est pas l'autorité du chef dans le monde de l'éducation nationale, c'est la légitimité, c'est le prestige que donne le sentiment que peut avoir la société et qu'on peut faire partager aux élèves, que l'enseignant a quelque chose à apporter et que ça vaut la peine d'y apporter crédit. Donc il faut reconstruire, parce qu'elle a été malmenée, effectivement, ce crédit-là, cette légitimité-là. Je ne suis d'ailleurs pas si sûr que ça, que les enseignants actuellement n'aient pas à leur disposition des mécanismes qui soient perçus par les élèves comme des mécanismes d'autorité. Certes, il n'y a plus d'heures de colle, il n'y a plus un certain nombre de sanctions, etc. Et il paraît qu'il va falloir interdire la fessée en plus. Donc voilà. Mais à l'école, c'est normal. Non, mais bon, c'était une allusion, pardonnez-moi, à des débats d'actualité. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'après tout, vu du point de vue des élèves, les enseignants ont un mécanisme d'autorité tout à fait redoutable, c'est l'orientation. Et je vous assure que les élèves vivent ça comme un mécanisme qui détermine des exclusions, des orientations imposées, etc., et qu'ils le perçoivent bien, là, comme un enjeu d'autorité. Alors, vous pourriez me dire, et vous auriez certainement raison, que justement, c'est peut-être un effet pervers du système, c'est que faute d'avoir d'autres manières de manifester son autorité, on dévoie les processus d'orientation pour leur faire jouer ce rôle-là. Donc là, il y a un beau débat à approfondir.
Merci, chers collègues. S'il y a une dernière question, faites-vous plaisir. Nous avons un petit peu de temps. Là, je crois que vous avez été tellement clair que nous avons fait le tour. Je vous remercie beaucoup. Merci de votre accueil. Merci beaucoup, monsieur.